quels sont les éléments qui fondent votre conviction? Je me rappelle aussi qu'avant la pause, vous avez parlé d'illusion. Absolument. Mais je voudrais vous rassurer, il ne vous a pas échappé que lorsque nous déposions la candidature de notre présidente à la CEI, nous n'étions pas seuls. Nous avons été accompagnés par des partenaires et non des moindres. Vous faites allusion à qui? Au COGEP du président Charles Blé Goudé, à Objectif République de notre collègue Hervé Agoubli et à d'autres encore. Et donc, dans la CAP Côte d'Ivoire, nous avons déjà des partis qui sont engagés avec nous, à nous soutenir. Ça ne vous a pas échappé. Donc, en la matière, il n'y a pas d'illusion. C'est des faits concrets que je vous indique là. Maintenant, vous avez raison, il faut ratisser plus large que cela. Mais ce qu'il faut retenir, l'élection présidentielle, la candidature de Dr Simone Évêque Gbagbo, ne saurait se réduire à une affaire de parti politique, à une affaire de chef de parti politique. Ici, la cible, c'est les électeurs, c'est les populations. Lesquels électeurs, en général, suivent les mots d'ordre de leur chef, oui, en général? Mais oui, les électeurs peuvent suivre les mots d'ordre de leur chef. Mais... Est-ce que vous voyez, par exemple, des militants du PDCI-RDA voter Simone Évêque Gbagbo quand la présidence du PDCI-RDA dit « Nous, la candidature de notre chef n'a pas été retenue, donc attendez nos mots d'ordre ». Est-ce que vous voyez un militant du PDCI suivre la candidature non, mais je vous invite à... Dr Simone Gbagbo. Je vous invite à accorder quand même plus de crédibilité aux militants. Ils ne sont pas tous des consommateurs de mots d'ordre. Il nous appartiendra à nous de faire une offre attrayante, de convaincre les militants et de convaincre aussi les leaders. Ce travail qui a déjà commencé va se poursuivre. Ça, je peux vous l'assurer. Vous ne pouvez pas gagner une élection en vous appuyant que sur vos militants, quelle que soit la force de votre parti et quel que soit son âge. D'accord. Vous parlez d'offres attractives. J'imagine que vous parlez de votre projet de société, de votre programme de gouvernement. Est-ce qu'il est prêt? Notre projet de société est fin prêt. Nous avons un calendrier, nous allons communiquer sur ce projet et nous espérons être reçus sur vos plateaux pour aller dans le fond des propositions. Nous, on attend que ça. Nous, on veut parler des idées, des sujets. Mohamed, nous, on dira souvent. Oui, bien sûr. Ça tombe bien qu'on parle de projet de société. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il faut intensifier les investissements dans l'industrialisation. Je vais juste savoir une question rapide. Quel montant vous prévoyez investir justement dans l'industrialisation des entreprises nationales? Et deuxième point, vous avez parlé du fait que la l'ex-première dame, Simone Gbagbo, présidente de MGC. De MGC est très cohérente. Je vais juste rappeler un peu, histoire de réveiller un peu les mémoires de la crise 2010-2011. Oh honte à la CEDEAO, oh honte à la France, oh honte à l'ONUCI. Alors, dans cette logique de cohérence, je suppose qu'on suit le même chemin. Quelle est la stratégie diplomatique du MGC quand vous viendrez au pouvoir? C'est-à-dire comment vous allez pouvoir collaborer avec les pays de l'Union européenne et pour des questions aussi de défis donc d'intégration sous-régionale avec la CEDEAO, quelle attitude le MGC aura face à la CEDEAO? Et enfin, je termine, Ali, s'il vous plaît, vous avez parlé du fait que l'union fait la force. Je ne suis pas très fort en art plastique, mais enfin un petit dessin. On a le père, la mère, l'enfant et un ami du père. Donc on a une famille qui n'arrive pas à s'entendre. Du coup, le fils qui parle plus au père, le fils qui décide d'accompagner la mère, déposer sa candidature, l'ancien collaborateur aussi qui fait chemin seul, qui va déposer sa candidature. Face à tous ces défis dans la gauche, comment vous allez pouvoir vous unir pour battre la machine RHDP? Bon, vous avez posé une série de questions. Bien sûr, vous avez tout le temps de répondre, professeur. Allez-y. La première, déjà, rappelez-la moi, parce que je veux... La première, vous allez investir combien? Parce que vous avez parlé d'investissement. Oui, vous me demandez de donner des montants. Pas des montants, un montant, vous avez... Des chiffres, des statistiques. Vous avez une idée parce que vous avez dit que vous allez investir massivement dans l'industrialisation. Je vais être honnête avec vous. Bien sûr. Vous savez, c'est ce qu'on aime chez les hommes politiques. La question des chiffres, c'est une question qu'il faut gérer avec beaucoup de sérénité. Bien sûr. Quand vous êtes dans notre cas, dans l'opposition, vous avez des données qui circulent, mais il vous faut les données réelles de la situation du pays. Je ne peux pas, en l'état actuel des choses... Donc vous n'êtes pas au courant de la réalité du pays alors? Non. Comment comment on n'est pas au courant de la réalité du pays? Évitez les raccourcis. Entendez mon raisonnement. Évitons d'interrompre, professeur. Vous voulez que je vous donne des chiffres? Ici,
alors même que nous n'avons pas la réalité des données réelles, nous ne sommes pas aux affaires. Je vous donne un chiffre, demain, vous allez me le sortir quand on sera aux affaires et vous allez mettre là-bas. Non, je vous explique une chose. Quand nous sommes au pouvoir, nous allons diagnostiquer la situation. Vous savez bien, quand on prend le pouvoir, vous avez la vision, la volonté politique existe, il y a des experts. Vous établissez les choses et vous les financez. Je ne prendrai pas l'engagement ici de donner un chiffre qu'on va investir dans ça signifie que vous devez... Je dois vous rappeler, On je dois vous rappeler que les priorités sont nombreuses. En ce moment, les priorités sont nombreuses. Souffrez que je ne vous donne pas de chiffres. Mais je peux vous dire... Ce sont les Ivoiriens qui souffrent, pas non, moi. mais oui, mais que les... oui, absolument. Vous parlez d'investir. Que les Ivoiriens souffrent, que je ne donne pas de chiffres. Vous savez pourquoi? Vous venez à la télévision. Pourquoi? J'ai vu les mêmes Ivoiriens qui ont entendu, lors des campagnes précédentes, se faire annoncer des milliards dans chaque région. Aujourd'hui, ils en souffrent encore et ils s'en plaignent. Je ne commettrai pas la même erreur. Nous déciderons d'investir dans l'industrie, nous ferons des études de terrain claires, nous aurons des chiffres, nous les proclamerons et nous dirons les choses aux Ivoiriens. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité que vous investissiez moins que le gouvernement en place. S'il y a possibilité que nous investissions moins que le gouvernement en place, oui. Mais la réalité le dira. D'accord. Ce n'est même pas une course entre le gouvernement et nous sur cette question. Ah oui, d'accord, deux autres questions. La deuxième question... la cohérence. Vous avez dit, oh, honte à la CEDEAO, honte à la France. Oui, mais ça, c'est une bonne question. Alors, en 2025, qu'est-ce qu'il en est? En 2010, il fallait dire, oh, honte à la CEDEAO, et notre présidente l'a bien fait. La suite vous montre pourquoi elle a été cohérente. Qu'est-ce qu'est devenue la CEDEAO aujourd'hui? Qu'a-t-elle produit, cette CEDEAO? Vous savez, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire par la CEDEAO, je considère cela comme le péché originel qui continue de pourchasser la CEDEAO et qui risque de faire éclater cette organisation. La CEDEAO a accompagné des actions, mais accompagnées par l'UMOA, qui n'avaient pas lieu d'être. Au nom de quel principe on a pu décider ici, mon Dieu, d'interdire que des malades aient accès à des médicaments? Ce sont les mêmes règles qu'on a appliquées au Mali, au Burkina et au Niger. Notre président a fait une déclaration pour dire attention. Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, si vous le faites ailleurs, vous allez mettre en difficulté cette organisation. Oh, honte à la CEDEAO. Vous avez les pays de l'AES. Quel est le pouvoir aujourd'hui, la crédibilité de la CEDEAO? Alors nous, nous proposons qu'on sorte de cette politique. La CEDEAO a besoin, mais d'être autopsiée, d'être changée. Notre politique diplomatique sera la politique diplomatique de base. Koufoué-Boigny nous a enseigné. J'insiste parce que la question est d'importance. Nous sommes amis de tous, ennemis de personne. Nous, au pouvoir, nous parlerons avec tous les pays, surtout les pays voisins. Il faut pacifier nos relations. Il faut faire en sorte que la coopération avec ces pays soit forte. Seuls, nous ne pourrons rien contre le djihadisme. C'est ensemble que nous pourrons combattre tous les crimes transfrontaliers et régler les problèmes de paix. Nous sommes donc ouverts à tous les pays africains, surtout aux pays d'à côté. Oh, honte à la CEDEAO d'hier. Je répète ça. Et ça, c'est la cohérence. Si vous demandez à notre présidente, elle vous dira, oh, honte à la CEDEAO. Et la dernière question? Mais la dernière question, vous dites... L'union fait la force. Oui. Vous ne vous entendez pas dans votre petite famille. Donc, comment vous allez faire pour réconcilier... Mais on ne s'entend pas dans notre petite famille. Soyez plus précis. Ah bah, moi, je m'entends avec ma présidente. Non. Vous parlez de quoi? Vous prenez un raccourci. Je parle de la relation entre le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Gbagbo. L'alliance que vous avez, CAPSI, le PPACI qui n'est pas dans la CAPSI. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les relations ne sont pas au meilleur... Professeur, en d'autres termes, vous êtes membre de la CAPSI, où il y a comme tête forte le PDCI-RDA, le COGEP et bien d'autres partis. Par ailleurs, le PDCI-RDA est dans une alliance avec le PPACI, qui est le Front commun. Évidemment, leurs leaders charismatiques n'ont pas été retenus pour cette élection présidentielle. Donc il y a un vent de suspicion interne dans la grande famille de l'opposition. Et au-delà, dans la famille de gauche ivoirienne, c'est ce qu'il veut évoquer. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet par cette situation? D'accord, mais merci d'avoir vraiment recadré la question parce que je n'aurais pas été capable de répondre à des questions qui sont de l'ordre du privé. Par contre, c'est les questions politiques. Oui, je peux... Ah non, c'est sur l'aspect politique. Bien sûr. Je peux y répondre. Allez-y. Ne dramatisez pas cette question. En l'état actuel des choses, la CAP existe
le PDCI, jusqu'à preuve du contraire, est dans la CAP, n'a pas fait de déclaration. Est-ce que vos alliés se sont prononcés quand le docteur Simon Ehivik Gbagbo a été retenu? Est-ce que depuis lundi, vous avez eu des échanges, des retours? Nos alliés ne se sont pas encore prononcés, et vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre pourquoi ils ne peuvent pas se prononcer. Ils se sont prononcés. Et nous, ah non. Non, ils ne sont pas prononcés vis-à-vis mais vraiment de façon officielle. Docteur Simon Gbagbo. Moi, je comprends. Même nous-mêmes, nous comprenons. Il est regrettable que le président Thiam ne soit pas retenu pour cette élection. Il est regrettable que le président Laurent Gbagbo ne soit pas retenu. Figurez-vous que depuis des années, nous demandons que l'élection soit inclusive. La présidente Dr Simone Ehivik Gbagbo est la première qui a proposé au président de la République de prendre cet acte courageux en initiant une loi d'amnistie qui allait permettre, mais vraiment de régler toutes ces questions-là, notamment cette question injuste de ce procès concernant le soi-disant braquage de la BCEAO du président Gbagbo. Ça n'a pas été fait. Nous comprenons, nous regrettons que ces chefs de partis politiques importants qui auraient pu permettre, s'ils étaient sur les listes, que le jeu soit ouvert et que la compétition soit vraiment de qualité et qu'on évite les problèmes. Nous regrettons cela. Évidemment, quand ça se passe ainsi, les partisans de ces partis dans l'opposition, de ces chefs de partis dans l'opposition, mais ne sont pas contents. Donc la première réaction va porter sur ce mécontentement. Nous espérons que après, eh bien, toutes les questions que vous posez là, nous les remettrons sur la table, puisque nous sommes ensemble dans la CAP. Aujourd'hui, il y a une candidature au moins qui a été validée. La question est de savoir si nous allons pouvoir, mais vraiment nous réunir autour de cette candidature pour continuer le combat dans le système, comme nous l'avions décidé tous. Très bien. Alamine? Deux interventions. Ma première intervention, c'est pour marquer un désaccord. Tout ce que vous dites qu'il est regrettable que le président Gbagbo ne soit pas retenu. Il est regrettable que le président Thiam ne soit pas retenu. Mais Mme Simone Ehivik Gbagbo, après le communiqué du Conseil constitutionnel, dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Donc comment il peut être regrettable que des candidats ne soient pas retenus dans un contexte où il y a eu un bon travail? Vous parlez de la cohérence de la présidente, mais je vous dis que l'argument d'être républicain dont vous faites mention doit suivre une constance. Lorsqu'on veut révision des listes électorales, dans un contexte où cette révision peut bousculer le calendrier constitutionnel par rapport à la date même de l'élection présidentielle, et on n'a pas de problème, et aujourd'hui, nos partenaires de l'opposition ne sont pas reçus pour candidater à l'élection présidentielle, après un communiqué du Conseil constitutionnel. On peut entendre que la présidente Simone Ehivik Gbagbo se réjouisse à titre personnel, mais dit que c'est un bon travail. Là où même Maître Abiba fait un communiqué pour montrer que peut-être il y a des éléments qui ont été manqués, c'est une incohérence manifeste. L'incohérence continue d'autant plus que nous sommes à moins de 2 mois de l'élection présidentielle et le MJC n'a même pas encore de programme de gouvernance. Dans votre discussion tout de suite, vous dites que le projet sera prêt dans quelques mois. Je suppose que vous faites allusion au programme de gouvernance parce que le projet, c'est plutôt la vision à long terme du parti. L'incohérence continue encore lorsque vous n'avez même pas de poste électif. Vous n'avez aucun député, aucun maire, aucun président du conseil régional. Et la chose dont vous réjouissez le plus, c'est 7e adjoint au maire. Dans un contexte où on parle d'élection présidentielle face à des partis politiques qui sont très installés. Donc je trouve que sur la question de cohérence, le MJC n'a pas beaucoup de mots à dire. La question que je voudrais poser, c'est une question de fond. Par rapport à la question de comment on fait pour renverser les multinationales, vous avez insisté sur le fait qu'il faut une transformation des produits, de tous les produits, je précise, qui vont être faits en Côte d'Ivoire. Qui dit transformation dit industrie. Qui dit industrie dit ingénieur. Je ne parle pas de chiffres, contrairement à nous, mais je parle d'acteurs. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez déjà ciblé les acteurs, les ingénieurs qui vont justement transformer tous ces micro-produits-là? Et dans un contexte où la Côte d'Ivoire épouse le modèle du libéralisme économique, comment vous faites pour contrer les bailleurs de fonds internationaux qui justement vont venir investir en Côte d'Ivoire, qui ont certainement plus d'argent que les entrepreneurs locaux? Ça fait beaucoup, hein? Bon, oui, ça fait beaucoup. C'est deux questions. Le premier, c'était un constat. Non, mais vous savez, je n'ai jamais dit que notre programme et notre projet de société seront prêts dans quelques mois. Ça, je ne l'ai pas entendu. Vous m'avez posé des questions auxquelles j'ai répondu, mais j'ai une base. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que ces documents sont prêts. Nous avons un calendrier pour les rendre publics dans les semaines qui viennent.
comment croyez-vous possible que nous n'ayons pas de projet de société et de programme de gouvernement et que nous soyons candidats? Est-ce que vous n'arrivez pas à répondre aux questions? Oui, mais enfin, je ne réponds pas aux questions comme vous souhaitez. Vous m'avez posé une question sur la cohérence, sur la CEDEAO, je vous ai répondu. Bien sûr. Mais Pas sur les montants, par contre. Mais sur le montant, enfin, vous êtes... Il a fait son développement. Vous savez, on va avancer. Je vous dis sur les chiffres. Il faut faire très attention aux chiffres. J'ai répété ici, sur ce plateau, la plupart des chiffres qui sont donnés posent problème. Dans une autre émission. Dans une autre émission. Et moi, je suis quelqu'un qui fait très attention aux chiffres. Je vous invite à faire autant. On se souvient de votre développement, professeur. Là, vous parliez de chiffrisme. Mais oui, il faut faire attention. Alors, moi, quand on me pose des questions sur les chiffres, je fais attention. C'est votre droit. Alors maintenant, si ça vous amène à dire que bon... c'est l'impression que ça donne. Ça montre une impréparation pour moi. Non, mais... C'est mon avis. Oui, mais bon, ça c'est votre avis. Absolument. C'est votre avis. Mais je vous répète que je ne vous donnerai pas de chiffres en ce moment. En le faisant, eh bien, je serai en train de raconter un peu des choses qui ne sont pas exactes. D'accord, ça c'est dit. Ça, je vous le dis et j'assume ça. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, quand vous dites que la présidente n'est pas cohérente parce qu'on n'a pas de député, écoutez... Non, j'ai cité 3 éléments. Oui. C'était un élément parmi les 3. Ah oui. Et citez les 2 autres. L'autre élément, c'est de dire que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail, là où vous regrettez la candidature de deux grands militants. D'accord, c'est compris. On va laisser le sur ça, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Il faut bien me suivre quand je dis qu'il faut être cohérent. Vous savez, vous ne pouvez pas aller déposer vos dossiers. Tous autant que nous sommes, vous ne pouvez pas aller déposer vos dossiers à la CEI et après ne pas avoir à attendre les résultats du Conseil constitutionnel. La présidente a dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Que le Conseil constitutionnel a documenté ses décisions. Et puis, elle a salué le Conseil constitutionnel. Je vous fais remarquer que la présidente, ce n'est pas la première fois qu'elle salue une institution. Vous n'êtes pas sans ignorer. Je vous dis, en 2018, quand je vous parle de cohérence, suivez. Docteur Simone Évêque Gbagbo, quand elle a bénéficié de l'amnistie, elle a remercié le président de la République. Il y a eu une polémique. Je vous dis, elle n'est pas à son premier essai. C'est nous qui avions critiqué la CEI. Nous sommes arrivés à la CEI. Elle a remercié la CEI, l'institution. En d'autres termes, elle est républicaine. Mais vraiment, elle a une attitude républicaine. Et on ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi elle a eu cette joie personnelle. Nous constations comme tout le monde, avant qu'on ne dise son nom, je l'ai dit ici, qu'aucun acteur de l'opposition n'était retenu. Quand on a donné le résultat du président Afi, par exemple, nous avons dit, mais bon, là, c'est vraiment fini. Et puis, nous avons été désignés. La présidente a été désignée. Elle a tenu le discours qu'elle a tenu. Mais vous occultez quelque chose quand vous tentez de laisser croire que sa joie personnelle que j'explique était de nature à minimiser l'exclusion des autres partis et donc créer une incohérence. Non. Est-ce que quelqu'un nous a outillés en 2023 à poser les problèmes que nous avons posés? Vous savez comment la CAP Côte d'Ivoire est née? Nous, MGC, nous avons fait le tour de tous les partis, y compris le PPACI. J'étais le responsable de la délégation qui a rencontré le PPACI pour demander qu'on se mette ensemble, l'union faisant la force, pour avoir une élection transparente, inclusive. Je vous signale qu'à la signature de la première déclaration à la maison du PDCI, le PPACI a envoyé un représentant. On s'en souvient. Il n'y a pas longtemps que la présidente a indiqué que sur ces questions-là, nous parlons des mêmes sujets. Il y a plusieurs voix pour dire la même chose. Nous continuons de réclamer comme on l'a fait. Posez la question au gouvernement. Aujourd'hui, si le gouvernement décide de faire en sorte qu'on puisse se parler,
qu'on règle les problèmes du président Gbagbo et du président Thiam? Vous pensez que nous l'avions demandé hier, nous le demandons aujourd'hui. Pourquoi ne voulez-vous pas que, eh bien, nous saluions une décision qui permet à l'opposition d'être de la partie? Pourquoi? C'est ce que nous avons fait. On ne critique pas la joie. Non, Voilà. Alamine Fofana, Voilà. Ok. Alassane Non, Drabo, il n'a pas répondu aux questions. Laquelle question? Laquelle question Par il n'a pas rapport à répondu la question, même, ça, c'était même pas une question. La question, c'était de savoir, la Côte d'Ivoire était dans un système de libéralisme économique. Oui. Donc, comment on fait pour contrer le flux d'investisseurs qui viennent investir ici pour justement propulser les nationaux? Vous ne m'avez pas compris. L'idée n'est de contrer personne. En fait, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Nous ne voulons contrer personne. En début d'émission, il y a écrit en train de renverser même. Non, nous voulons changer de temps. Écoutez, il faut bien me suivre. Hein. Nous ne voulons contrer personne. Les investisseurs sont les bienvenus. Mais nous disons qu'il y a un niveau de l'économie qu'il faut ouvrir aux nationaux par un acte volontaire, politique, fort. Ça n'enlève en rien les investissements, les multinationales. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes conscients que le monde vit dans l'économie de marché. Nous respectons les règles internationales. Voilà. Ce que j'ai dit est très clair. Voilà. Tout le monde a sa place dans ce pays. Mais nous disons, dans le tissu économique, les Ivoiriens ont davantage leur place, au niveau que j'ai indiqué. D'accord. Professeur, avant de vous laisser partir, parce que vous nous avez accordé beaucoup de temps pour répondre justement aux questions de nos chroniqueurs en plateau, pour vous, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à avoir une femme à sa tête au lendemain du 25 octobre prochain? C'est la dernière question que je vous pose avant de vous laisser partir. Nous parcourons le terrain, nous parlons avec les Ivoiriens, nous regardons le monde, nous regardons l'Afrique. Je vous ai dit, il y a en Afrique 2 femmes en exercice aujourd'hui à la tête de la Tanzanie et de la Namibie. Hier, à côté de nous, il y avait Mme Ellen Johnson Sirleaf. Je peux vous dire, au regard des échanges que nous avons, qu'en Côte d'Ivoire, les populations sont prêtes à avoir Dr Simone Evé Gbagbo à la tête de ce pays. Et il se trouve que c'est une femme.